Bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une initiative forte sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de ce nouveau mag et cette question pour commencer. Comment parler de la corruption à nos enfants? Pourquoi est-ce si important? Comment surtout sensibiliser le plus grand nombre? Les petits citoyens se penchent sur cette thématique avec un franc succès. On verra ça dans un instant. Des contenus, vidéos, papier, des jeux de société aussi. Quelle est la recette du programme Les petits citoyens? Quelle est la pédagogie utilisée derrière ça? Et surtout avec quels résultats? Là aussi, on en parle avec la fondatrice des Petits Citoyens. Puis, Alix, dans ta loupe, tu nous parles de Citizen Kids, un documentaire signé Valérie Simonet qui parle des enfants citoyens de 3 initiatives. C'était un Citizen Kane, c'est autre chose, c'est pas grave. C'est parti. Bonjour Catherine Jacquet. Bonjour. Comment allez-vous? Magnifiquement bien. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de School TV Le Mag. Vous êtes bien sûr la directrice générale des Petits Citoyens. Ils sont nés quand, ces Petits Citoyens? Les Petits Citoyens, ils sont nés il y a longtemps, en 2001. En 2001 déjà? Oui. Avec déjà pour thématique le harcèlement scolaire, j'imagine que ça vous fait un petit peu... Non. Pas en 2001, parce qu'en France, on n'en parlait pas du harcèlement. Donc, on avait des thématiques comme les droits de l'enfant, toutes les notions civiques, citoyennes qu'on développait. Et c'était une association qui était beaucoup sur l'éducation aux médias, en fait. L'ouverture, la compréhension du monde, avec un journal d'opinion qui s'appelait La Quotidienne. Puis depuis, ça a grandi, évolué, et depuis quelques années maintenant, on a... Beaucoup, on peut toujours s'inscrire effectivement pour recevoir la... Bien sûr, le journal gratuit numérique, en inscrivant simplement son mail. On le reçoit tous les lundis. Et depuis, ça a évolué, et on a intégré la Fédération Léo Lagrange, qui est un mouvement d'éducation populaire, qui notamment s'intéresse à toutes les structures éducatives périscolaires, accueil de loisirs, centres sociaux, sur toute la France. Et donc, du coup, maintenant, on est un programme de la Fédération. On va parler de ce nouveau livret pédagogique sur la corruption. Il y en a plein, bien sûr. Le harcèlement à l'école, l'estime de soi, non-discrimination, la justice, et j'en passe. Cette fois-ci, c'est la corruption. Ça donne ça. Moi, j'ai pas vu la faute. Mais bon, si l'arbitre le dit, c'est qu'il y a faute, non? Bah oui, c'est sûr. L'arbitre peut pas aider une des deux équipes. Il doit être impartial. Allez, on y croit. Non, encore! Y a un problème, non? On dirait que l'arbitre est de votre côté. Bah non, enfin, pourquoi tu dis ça? Bah arrête, t'as bien vu. Tout à l'heure, un joueur de ton équipe a fait un tacle super dangereux. Ça méritait un carton rouge et l'arbitre a rien dit. Et pour nous, il siffle des fautes toutes les 2 minutes. C'est vrai, ça, t'as raison. C'est peut-être parce que notre entraîneur connaît l'arbitre. Ils sont voisins. Il était à son anniversaire le mois dernier. Et je crois qu'il lui a offert un beau cadeau. Un beau cadeau. En échange de quoi? De siffler aucune faute pour son équipe? Tu sais, si ton entraîneur a vraiment donné un cadeau à l'arbitre pour qu'il vous avantage, ça s'appelle de la corruption et c'est interdit. Attendez, je vais lui demander directement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas. Voilà, maintenant, vous pouvez expliquer aux enfants. Bon, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai offert un gros cadeau à Timéo, l'arbitre. Et je lui ai demandé de tricher avec les règles pour qu'on gagne le match. Tout est de ma faute. C'est de ma faute aussi. J'aurais pas dû accepter. C'est important que tout le monde respecte les règles. Je recommencerai plus jamais. Dans le sport comme dans la vie, il faut respecter les règles. Elles permettent d'organiser les relations entre les gens et de s'assurer que nous sommes toutes et tous égaux. Ce sont les adultes qui doivent montrer l'exemple. Je pense que vous serez exclus du club. Je comprends. J'ai commis une faute et si je suis puni, c'est normal. Bon, les enfants, je vous propose qu'on rejoue le match la semaine prochaine et bien sûr avec un arbitrage plus juste. C'est d'accord? Oui! Voilà la corruption expliquée aux enfants. Catherine Jacquet, pourquoi c'était si important d'aborder ce thème? Parce qu'il n'a jamais été abordé, ou quasiment jamais. C'est un des sujets très rares qu'on peut expliquer aux enfants, et pourtant tous les sujets sont faciles d'accès quand ils sont à hauteur d'enfant. Et que la corruption, elle existe partout, tous les jours, dans nos vies, et même au niveau des enfants. Quand un enfant va voler une interro ou des petites choses qui peuvent arriver, il faut qu'il comprenne l'importance de ce que ça peut avoir, de son geste,
Et que la phase, donc on a développé ce numéro avec l'Agence française d'anticorruption, qui dépend du ministère des Finances, nous a contactés effectivement pour avoir un outil qui pouvait accompagner les enfants et les familles sur ce sujet. Dans quelle mesure justement ce type d'outil, alors on va parler du livret pédagogique bien sûr parce que ce dessin animé est accompagné d'un livret pédagogique, justement l'un ne va pas sans l'autre, il faut les deux? Non, mais ça dépend en fait du type d'animation. Très souvent dans nos structures, les animations commencent par la vidéo, puisque ça permet de mettre des mots sur les situations. C'est très ludique, c'est très facile d'accès pour cette tranche d'âge, puisque les petits citoyens, c'est 7-11 ans, les enfants de primaire. Donc dès que vous mettez de l'image, automatiquement, il y a une adhésion qui est plus grande. Et ensuite, avec le livret, on a un guide d'activité, d'accompagnement, avec des séances d'animation, où on peut transformer ça en lecture, en pièce de théâtre, en animation, autre. Et chaque enfant, après chaque espace de travail, repart avec un petit livret. C'est son cadeau, son présent, et puis aussi quelque chose de fort qu'il va pouvoir, s'il en a cette chance, échanger avec sa famille et ses amis. Et comment vous créez ces petits dessins animés, justement? C'est quoi le processus créatif? Qui est-ce qui imagine l'histoire Alors, on a un illustrateur, qui est le papa des petits citoyens depuis le début, qui s'adapte à la réalité de nos contenus textes. Et on a en fait une équipe rédactionnelle qui va intervenir en fonction des sujets. Et puis des experts. C'est-à-dire que quand on fait un numéro sur la corruption, automatiquement, on a les experts de l'AFA qui nous accompagnent. Quand on fait un numéro sur le harcèlement, on a des pédopsies. Voilà, on a toute une équipe autour de nous qui nous permet effectivement de bien mesurer nos propos, d'avoir des mots justes, et puis surtout d'être en réalité avec ce que font les enfants. C'est-à-dire que l'avantage de notre pédagogie, c'est que ce sont des enfants qui parlent aux enfants, et pas des adultes qui parlent aux enfants. Donc en fait, quand vous êtes en CM1, vous mettez dans la peau d'Agathe qui est en CM1 et qui va échanger avec petite Marianne qui est en CP. Et donc automatiquement, on est dans la réalité de leur quotidien avec des petites histoires qui sont les leurs. Et automatiquement, il y a une adhésion qui est beaucoup plus forte. Mais justement, Agathe, petite Marianne, ce sont des personnages récurrents. Comment vous développez vos personnages? Est-ce que justement, ce sont toujours les mêmes persos qui reviennent pour qu'on s'identifie à eux? Toujours, bien sûr. C'est bien la force des petits citoyens. Quand on connaît l'esprit des 5, la caractérisation des 5 petits personnages, ils ont une petite histoire et ensuite on peut les suivre. C'est l'avantage, justement. On trouve beaucoup de choses dans ce livret et bien sûr dans cette bande dessinée, dans ce petit film, mais dans le livret notamment, je vois qu'est-ce que la corruption, il y a beaucoup de thématiques, pourquoi est-ce interdit, qui fait la corruption, comment ça marche, partout dans le monde, et en France aussi, contre la corruption, la répression, la prévention, on peut apprendre tout ça entre 7 et 11 ans? Bien sûr, ce que je vous dis, quand on est dans la réalité de la vie quotidienne des enfants, qu'on leur parle de leur réalité, qu'on utilise des mots d'enfants à hauteur d'enfant, avec de l'illustration ludique, ça marche. Ça peut pas être anxiogène. Non, ça marche. Et tous les sujets doivent être traités, peuvent être traités. Là, on est en train de travailler... D'avoir conscience très tôt de la corruption. Mais là, on est en train de travailler sur les addictions. Prochain numéro qu'on va sortir, et le numéro d'après sur les violences sexuelles faites aux enfants dans le sport. Comme on a eu fait d'autres numéros sur la laïcité, sur les discriminations, sur le respect, sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou? Aucun, sur cette tranche Tout d'âge. dépend de la manière dont c'est abordé. Bien sûr. Et à chaque fois, on adapte la pédagogie. Ne pas faire peur, expliquer les choses simplement, dans leur réalité, accompagner avec des mots justes, qu'ils comprennent. C'est notre recette. Quels sont les autres thèmes qui vous tiennent à cœur? Vous avez abordé tellement de sujets, je l'ai dit tout à l'heure, la justice, les discriminations, l'esclavage aussi, c'est un sujet qui n'est pas facile aussi à aborder. C'est pareil, l'esclavage, c'est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, avec Jean-Marc Ayrault, qui en est le président, qui est venu nous voir, pour effectivement avoir un outil, parce qu'ils ont des professionnels qui vont dans les écoles et qui accompagnent les enfants. Donc on a beaucoup de structures comme ça qui nous contactent. À chaque fois, c'est un partenaire en fait qui nous demande est-ce qu'on peut travailler ensemble, parce que on a des réseaux, on a des intervenants dans les structures éducatives, et pour nous, c'est important de commencer la prévention dès l'enfance, parce que les enfants sont aussi des véritables porte-parole pour les parents. Donc, très souvent, on fait passer des messages aussi pour qu'on puisse en parler en famille et puis faire réaliser les choses aussi aux parents et de pouvoir, dès le plus jeune âge, s'imprégner des vrais sujets d'enjeux sociétaux. Quels sont les retours d'expérience, Catherine? Je vous ai croisé au Salon des Mères, c'était l'occasion d'accueillir et de croiser pas mal de mères, des parents d'élèves aussi. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, ou pour ceux qui connaissent justement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement sur tous vos outils pédagogiques?
Alors en fait, ils adorent, mais les mères, ils nous disent, mais il n'y a pas la même chose pour les plus grands. Tout le temps, ça fait 10 ans. Vous pouvez pas faire les citoyens tout court et pas les petits citoyens. Et je vous assure, ça fait 10 ans qu'on fait le salon des mères, on a toujours la même phrase et les mêmes demandes. Ils sont ravis parce que quand on a des centres de loisirs, des centres sociaux, on a tout intérêt à utiliser ces structures-là justement pour accompagner les enfants aussi différemment, en complément de loisirs tout simples. Quand on est dans les écoles aujourd'hui, on a un rôle important. Le monde a changé, le monde a évolué. Nous, on dit que les enfants, en fait, avant, on était les enfants de nos parents. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, on est les enfants de la société. Et quand on voit en fait la manière dont les enfants se comportent aujourd'hui, en vivant beaucoup dans la virtualité, avec les réseaux sociaux, on a créé des espaces de sociabilisation qui sont compliqués parce que les enfants, dès ce plus jeune âge, alors que les réseaux sociaux sont soi-disant interdits aux moins de 13 ans, ils sont quand même 71% à les utiliser. Et on voit que dans ces espaces de sociabilisation, en fait, ils sont en train ils se sont créés une vie secrète, une vie intime, dont les parents n'ont pas la bonne porte pour y rentrer. Donc ça crée des problèmes vis-à-vis des jeunes parce qu'ils sont évidemment en phase avec une réalité violente et ils ne savent pas forcément faire la différence. Et puis pour les parents qui ne peuvent pas contrôler et qui ne savent pas comment gérer. Mais vous constatez une évolution dans les comportements des jeunes depuis la création c'est plus que criant de vérité. Si vous voulez, en 15 ans, on n'est plus sur les mêmes thématiques, on n'est plus sur les mêmes sujets, ce que je disais en introduction. Qu'est-ce qui a évolué justement en termes de thématiques ? La violence face à laquelle on se situe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille sur des sujets qui pourraient être anxiogènes justement et que l'on met à hauteur d'enfants justement pour expliquer les choses. Quand il y a eu les attentats, quand il y a tous ces phénomènes horribles, on intervient nous dans les structures, dans les écoles, les enseignants nous appellent pour savoir comment en parler. Parce qu'il y a une telle violence et une telle peur que les familles sont très souvent démunies, savoir comment parler de tout ça avec son enfant. Du coup, on n'en parle pas. On se dit c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Parce que l'enfant garde en lui des peurs et c'est pas forcément mieux. Donc nous, effectivement, on est de plus en plus sollicités depuis les attentats, en fait. Ça a fait complètement basculer notre association. Et puis, la thématique du harcèlement à l'école, qu'on a traité, ça fait plus de 10 ans qu'on la traite. Quand on voit la montée en puissance, c'est un enfant sur 5 qui est harcelé aujourd'hui. Qui se dit harcelé, qui a la capacité de dire. Mais c'est pas parce qu'on en parle plus, justement ? Ah non, c'est une vraie... Le harcèlement, ça a toujours existé, de tout temps. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le même harcèlement dont on parle. C'est cyberharcèlement, en plus. Il y a une grande violence. Déjà, harcèlement physique, harcèlement dans l'établissement. Et en plus, ça continue le jour et la nuit avec les réseaux sociaux. Ça ne s'arrête jamais et il y a toujours des traces en plus. Il y a il y a une montée en puissance de violence, de peur qu'il faut traiter et qu'il faut accompagner auprès des jeunes, dès le plus jeune âge. Le harcèlement, il commence à la maternelle. C'est vrai. C'est vrai. C'est inquiétant, très inquiétant. La loupe, Talix. Alix, cette question en présent, et si on donnait le pouvoir aux enfants ? Eh oui, ça, c'est une bonne idée. C'est le sujet exploré dans le documentaire Citizen Kids, réalisé par Valérie Simonet. Le film met en avant 3 initiatives à Aix-en-Provence, Mont-Sartoux et Huesca en Espagne. 3 initiatives qui révèlent les avantages du regard des plus jeunes pour réinventer l'espace urbain. Et pourtant, si l'intérêt de l'enfant en tant que citoyen a été décrété comme supérieur par l'ONU il y a 30 ans, il n'en demeure pas moins absent des politiques urbaines. Selon la réalisatrice, la place de l'enfant dans les villes a continuellement diminué jusqu'à disparaître. Elle prend en exemple Marseille, sa propre ville, qu'elle considère représentative de certaines pathologies urbaines telles que l'explosion du nombre de voitures, la quasi-inexistence des espaces verts, mais aussi la difficulté de déplacement. Des questions qui, au-delà des enfants, touchent tous ceux qui se déplacent à pied dans la ville. Valérie Simonet soutient que la perspective d'un enfant peut être salvatrice car dénuée de cynisme. Elle peut apporter un éclairage pour changer la ville dans l'intérêt de tous. Parmi les initiatives, à Aix-en-Provence, dans le quartier populaire d'Ancagnan, un organisme
organisme de logement social a collaboré avec la municipalité pour initier un projet visant à intégrer les enfants dans la revitalisation de la cité dortoir. L'association Hors Gabarit a relevé ce défi en prenant en charge un espace jusqu'alors négligé, à savoir le parvis de l'école, en le transformant avec la participation active des enfants. On a appris à regarder le parvis avec un regard d'enfant. Enfin, les adultes, ils pensent pas forcément à toute cette imagination. Les adultes, ils pensent plus à... ils pensent juste... Enfin, ils pensent pas trop, en fait. Alors que l'enfant, il va se dire « Ah ouais, moi, j'aimerais trop ça devant mon école. Ah, moi, je vais avoir des fleurs devant mon école. Moi, je vais avoir des vélos. Je vais avoir des barres à jus, des barres à glace, par exemple. Je veux avoir des bancs devant mon école. Je veux avoir plein de choses devant mon école. » Alors que les adultes, ils vont se dire « Bon, bah, ça sert à rien de toute façon. » Eh bien, pour les enfants, ça sert à quelque chose. Le bar à jus, le bar à glace, quand même. Un essentiel. Non, mais il parle aussi de bancs, de choses beaucoup plus simples et accessibles. Et plus largement, la morale de Citizen Kids souligne que redonner leur place de citoyens aux enfants revient à former des adultes en devenir plus concernés par l'espace dans lequel ils évoluent. Catherine, l'outil documentaire ? C'est exactement ça, c'est-à-dire donner la parole aux enfants permet d'améliorer notre quotidien à tous. Comme je vous en avais parlé, moi je travaille sur un sujet actuellement qui nous est très cher, les toilettes à l'école. C'est un vrai sujet de santé sociale, c'est un vrai sujet de violence et de complications. Et aujourd'hui, on est en mesure, on a sorti un jeu, notamment pour toutes les collectivités territoriales, pour que les professionnels s'emparent de ce jeu. Au travers du questionnement, on interroge les enfants sur c'est quoi pour toi les toilettes à l'école ? Comment ça se passe ? Quel est le problème ? Quelles seraient les toilettes idéales ? Et on est en train de revisiter... Et c'est quoi les problèmes qui ressortent justement quand il y a les problèmes de santé déjà. Faut savoir que un enfant sur 10 se retient d'aller aux toilettes. Donc ça veut dire qu'il ne boit pas, il s'empêche de boire. En dehors du fait que ça crée chez les filles des problèmes de cystite, en dehors du fait que les filles, maintenant à partir du CM1, ont leurs règles, il n'y a pas de poubelle, il n'y a absolument rien. Après, il y a les problèmes d'hygiène, simplement, c'est sale parce que les enfants jouent avec du papier. C'est un endroit en totale impunité où en fait, il n'y a pas de regard extérieur de l'adulte. Donc, il s'y passe aussi bien de la violence que du jeu, que un peu n'importe quoi. Et les élus en ont conscience, Catherine ? Alors, les élus en ont conscience, mais il y a des problèmes de coût, puisqu'aujourd'hui, revisiter et refaire les toilettes, ça représente un coût sur lesquels ils n'ont pas aujourd'hui envisagé de mettre des moyens. Sauf qu'on s'est aperçu, de par des expériences, notamment à Saint-Denis, dans un collège, que quand vous mettez les enfants et les jeunes responsables de ce lieu, comme par hasard, le lieu devient propre et sans violence. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on demande aujourd'hui aux enfants de s'impliquer sur la restructuration du lieu, qui est une obligation aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas demander aux enfants, dans l'apprentissage de la scolarité, d'être performants et de ne pas leur donner un lieu de tranquillité, puisque aller aux toilettes, c'est un droit et c'est un lieu dans lequel on doit se sentir bien pour pouvoir être bien, pour continuer son apprentissage. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, c'est un vrai sujet important, intéressant. On parle aussi beaucoup, évidemment, de mixité et d'égalité dans ce lieu. Et nous, d'après nos études, on a sorti des grandes études avec Harris Interactive. Et la dernière étude qu'on a présentée au Salon des maires indique effectivement bien que pourquoi est-ce que les toilettes à l'école ne seraient pas mixtes dans les petites classes. Parce qu'en fait, un enfant, son problème, c'est pas d'être avec un garçon ou une fille quand il est petit, c'est d'être avec un grand ou un plus petit. Donc aujourd'hui, un petit, en CP, il va être dans les mêmes toilettes qu'un CM2 ou qu'un 5e, ça lui cause un problème. Alors que finalement, il serait dans son environnement d'âge, en termes d'âge, avec des filles, ça lui créerait moins de problèmes. C'est comme les urinoirs. Je pourrais vous en faire pendant des heures sur les toilettes. Non, mais c'est très intéressant parce qu'on en parle pas beaucoup. Ouais. Pourquoi les urinoirs ? Vous saviez le nombre de garçons, mais depuis la nuit des temps, qui sont complètement traumatisés par les urinoirs, c'est un truc absolument incroyable. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à mettre des urinoirs
alors que ça crée simplement des vrais problèmes de relations. Pourquoi est-ce que... alors les urinoirs, en plus, les garçons ont des toilettes plus grandes, parce que comme ils ont des urinoirs, automatiquement, ils ont aussi des WC qui se ferment. Donc il y a une espèce d'incohérence entre la structure de lieu des garçons et des filles, et les urinoirs, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'a plus lieu d'être, en termes d'égalité et de bien-être pour l'enfant. Une fois de plus, c'est pour le bien-être de l'enfant. Ça a un coût, on l'a dit effectivement, pour les collectivités, pour les mairies. Est-ce que ça, le gouvernement en a pris conscience, ça aussi? Je sais qu'il y a beaucoup de sujets sur la table, bien évidemment, mais... On est en train donc de mobiliser les parlementaires. Ce qu'on a fait aussi au salon, on a fait une conférence où on avait beaucoup d'élus, sénateurs, députés, et on est en train de monter une commission, on est en train de faire justement remonter un peu ce sujet-là avec des professionnels, parce que je pense que on en a conscience, mais pas plus que ça. Vous savez, c'est comme le harcèlement il y a 15 ans, avant qu'on participe aux assises. On savait que ça existait, mais personne ne s'interrogeait sur le sujet. Qu'est-ce que c'est vraiment que le harcèlement? Les toilettes, aujourd'hui, encore une fois, avec la montée en puissance de la violence et le manque de respect et le manque de vivre ensemble qui existe chez nous, le lieu des toilettes est devenu un lieu d'insécurité, et c'est pas normal. Donc il faut revisiter tout ça, il faut revoir tout ça. Et encore une fois, l'expérience dont je parlais à Saint-Denis, où ils ont redécoré, où ils ont fait leurs toilettes, ils ont mis leur musique et ils ont mis des messages, attention, mais leur propre message de prévention. Et aujourd'hui, non seulement le lieu est respecté, c'est eux-mêmes qui signent les feuilles d'émargement, qui s'engagent à respecter ce lieu. Et ça montre bien que quand on implique un enfant, quand on lui donne la parole, ou un jeune, quand on l'intéresse, il respecte cet endroit. Alors que quand on lui impose les choses et qu'on lui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, on va tout le temps essayer, très souvent essayer d'aller à droite, à gauche, et de ne pas forcément respecter ce qu'on nous demande. Donc la parole de l'enfant doit être écoutée et doit être accompagnée. Ça, c'est indispensable. Catherine Jacquet, c'est pas une nouveauté, mais depuis votre création, j'ai quand même le sentiment que les petits citoyens sont des grands pourvoyeurs de jeux de société. Alors j'étais venu avec mes petites cartes si tu étais, on m'a dit non Patrice, si tu étais, c'est révolu. Là, ça se fait pas possible. Pas possible. On en a plein, on a toute une collection, d'accord, pas d'accord. Le jeu de loi, vous avez plein de choses. Alors ça c'est vachement sympa, ce sont des jeux de cartes en fait, c'est exactement la représentation de ce que l'on fait aux petits citoyens. Ce sont des questions ouvertes sur le monde. Toujours ouvertes. Toujours ouvertes, il n'y a pas de réponse, parce que la réponse, l'objectif c'est qu'on la trouve ensemble. Donc il y a une règle du jeu, on va voter, ça se joue dans la voiture, de 0 à 99 ans, avec papy, avec maman, avec son frère, sa sœur. Il y a quoi comme question par exemple? Il y a des tonnes de questions. Si tu étais un nouveau robot, que serais-tu capable de faire? Alix? 5, 4, 3, 2. Oui, j'ai rajouté une règle au jeu de Catherine. J'ai rajouté un petit chrono. Il y a des questions de tout type, en fait. Des questions un peu d'apprentissage, des questions rigolotes, des questions de mime, des questions... Catherine, si vous étiez présidente de la République, quelle serait votre première décision? Écouter plus les enfants, leur donner plus la parole et mieux les accompagner. Le robot? Le robot, ouais. Toujours pas. Si j'avais un robot ou si j'étais un robot? Non, si tu étais un nouveau robot, que serais-tu capable de faire? C'est toujours la même question. Non, j'avoue, je sèche. Pas de robot pour Alix. Deuxième question, je me prends pour Julien Lepers. Alix, si tu étais une école idéale, comment fonctionnerais-tu? Une école idéale? Ouais. En auto-question. Voilà, bon bref. L'idée, c'est d'ouvrir le dialogue. Une école dans l'empathie, une école dans l'écoute, ce que M. Attal, notre ministre, est en train d'essayer de mettre en place, parce que c'est pareil, dans l'apprentissage, l'école c'est de l'apprentissage de la vie, mais il manque beaucoup aujourd'hui, selon moi, d'accompagnement des enfants sur la parole, sur le bien-être. Mais donc ça passe par la formation des enseignants? Bien sûr, les compétences psychosociales, comment je me sens, comment je suis moi. Si moi je suis bien, je vais respecter mes copains de classe. Si moi je suis bien, je vais accompagner si je vois un problème de harcèlement. Si je vois quelqu'un qui n'est pas bien, je vais pouvoir aller l'aider. Cette empathie, on a oublié, on est sur la réussite scolaire, on a oublié que comment un enfant, on peut l'aider pour bien grandir, c'est lui permettre justement de se sentir bien et de reconnaître ses émotions, de les exprimer. Et ça c'est extrêmement important. Donc l'école comme font les Danois, les pays du Nord, une école où il n'y a pas que des maths et de la physique, une école où il y a de l'écoute, où il y a du respect, une école où on regarde l'autre, on s'intéresse à l'autre. L'école dehors aussi.
L'école. Parce que vous parliez effectivement des pays nordiques, qui sont quand même souvent en extérieur. L'école dehors. Oui. L'école dans la forêt. Oui, mais c'est la vie, c'est le bien-être. Comment bien grandir, comment mieux grandir. Il y a des sujets parfois surprenants. Alors, la corruption, moi, c'est vrai que quand je vous avais croisé, vous m'avez dit, je sors un livret sur la corruption, ça m'avait un peu surpris, effectivement, pour les 7-11 ans. Il y a un livret en préparation sur les maladies de peau. On vient de le sortir. Et si on se parlait des maladies de peau, c'est la Fédération française de la peau qui nous a contactés parce qu'on a déjà fait les dons de vie avec l'association Laurette Fugain, comme on a fait le cancer avec l'hôpital Gustave Roussy. Donc on a un peu une expertise au niveau de la santé. Et les maladies de peau, on est exactement toujours sur ces mêmes sujets. L'acceptation des différences, comme le harcèlement, comme tous ces sujets. Les maladies de peau, les enfants, ils les ont comme les adultes. Et donc dès qu'un enfant a un problème physique qui se voit, c'est traumatisant à vie. Donc comment, en fait, quand nous on construit, on n'est pas là pour expliquer c'est quoi la maladie de peau. On est là surtout pour expliquer aux autres enfants de son entourage qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là et comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce qu'on peut se comporter par rapport à quelqu'un qui est différent, comment est-ce qu'on accepte les différences. C'est toute la force de nos ouvrages. Quand on a fait le numéro sur le cancer, on permet en classe à un enfant qui retourne en classe et qui a eu un cancer, s'il le souhaite, de pouvoir expliquer sa situation, de pouvoir expliquer ce qu'il ressent, de pouvoir expliquer c'est quoi, dédramatiser le sujet pour que ses copains puissent mieux l'accompagner. C'est pas contagieux un cancer. Voilà, les maladies de peau, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai une maladie de peau, de naissance ou autre, mais aujourd'hui, voilà comment est-ce que je le vis et il faut que les autres comprennent ce que c'est. En 2024, en France, Catherine, est-ce que en France, on peut poser les bases, d'après vous, pour une école de l'empathie? C'est encore possible? Mais bien sûr, surtout sur ces tranches d'âge. La maternelle, le primaire, c'est un âge d'une richesse absolue où les enfants sont en soif d'apprendre, de découvrir, d'écoute. On fait des animations, les enfants sont criants de vérité, ils s'expriment librement. Après, collège, lycée, ça devient plus compliqué, il faut utiliser une autre pédagogie, d'autres techniques. Mais bien sûr que tous les sujets sont abordables et puis qu'il faut mettre de la douceur, des émotions, de l'humain, c'est tout, de l'humain. De l'humain. Et pour ça, il faut des enseignants, des professeurs, si vous nous entendez, effectivement. Qu'on aide, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Qu'on forme, oui, mais qu'on aide aussi. Bien évidemment. Merci d'être passé nous voir, d'avoir pris le temps de passer nous voir, Catherine Jacquet, qui est bien sûr la directrice générale des Petits Citoyens. Je rappelle tous les livrets, je rappelle qu'on peut effectivement s'inscrire à la lettre, la quotidienne. Lespetitscitoyens.com. Lespetitscitoyens.com. Vous retrouvez bien sûr toutes les bandes dessinées, tous les jeux, tous les petits jeux et bien sûr tous les livrets pédagogiques qui sont ô combien intéressants et ô combien importants. Merci d'être venu nous voir. Merci Alix. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Bonne journée.